Bonsoir, bienvenue à tous à cette séance sur l'optimisation convexe et sur les fonctions convexes en plusieurs variables. Donc on considère une fonction f définie sur R puissance n qui prend des valeurs dans R et on veut la minimiser. Donc on a beaucoup parlé de dérivées et j'ai présenté la méthode de Newton et la descente du gradient plutôt dans un cadre à une seule dimension. Donc, mais heureusement, tout peut se généraliser assez facilement au cas de plusieurs dimensions. On va remplacer la dérivée par le gradient. Et dans les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur l'optimisation en une seule dimension, je toujours fait des remarques sur la possibilité de généraliser chaque méthode à plusieurs dimensions. Donc, on va utiliser cette notation, ce petit triangle devant le nom de la fonction qui donne le gradient. Il est un vecteur de cette forme-là, un vecteur avec n composantes. À la case numéro i du vecteur, par exemple ici à la case numéro 2, on voit la dérivée de la fonction par rapport à x2. Et on utilise cette notation df sur dx2. Donc à la case i, on a df sur dxi. df sur dxi est la dérivée de la fonction par rapport à la variable xi si on considère les autres variables, les autres n-1 variables fixes. On appelle cela aussi la dérivée partielle par rapport à xi. Si on utilise la notation x en gras pour faire référence au vecteur x1, x2, xn, on peut écrire que on peut utiliser cette notation df par rapport à dxi, la dérivée de f par rapport à xi, calculée dans un point fixé x, c'est cette limite-là. Bon, c'est la notation de la dérivée. Donc, vous voyez dans cette notation, par exemple ici, toutes les variables sont fixées à la valeur de x en gras, qui est calculée ici, mais pour la variable xi, il y a quelque chose qui se passe. On veut regarder l'évolution de la fonction. Si on se déplace de xi sur un petit delta, comme pour une dérivée à une seule dimension, regardez ici xi est fixe, et comme pour la dérivée à une seule dimension, la formule est très similaire, on divise par delta, et ici on est dans un cadre d'une limite lorsque delta converge vers 0. Donc, la remarque numéro 1, c'est qu'on peut toujours trouver un voisinage suffisamment petit de x, tel que f ressemble à une fonction linéaire dans ce voisinage. Ça veut dire quoi? Si la fonction f ressemble à une fonction linéaire, ça veut dire que ma fonction f, dans ce très petit voisinage, autour du point x en gras sur lequel on calcule la dérivée, donc dans ce petit voisinage, ma fonction est presque linéaire. Ça veut dire qu'elle est un hyperplan. Ça va être utile pour étudier les méthodes d'optimisation qu'on a déjà vues en une seule dimension et on passe à plusieurs dimensions. Donc je vais revenir sur les plus importantes méthodes d'optimisation. Donc on a étudié la dernière fois la descente du gradient, le gradient la plus classique. Donc cet algorithme itératif génère une séquence de points x1, x2 et x3 jusqu'au moment où il arrive à la valeur optimale xopt enfin, la séquence converge vers la valeur optimale. Lorsque je note x puissance 1, x puissance 2, c'est des vecteurs en fait. Chaque x, comme il est en gras, c'est un vecteur. Donc l'idée de base de cette méthode, c'est de descendre à chaque itération k le long du gradient calculé dans le point x k grâce à une formule de ce type-là, où gamma est un paramètre. Et j'ai montré une simulation de cet algorithme en une seule dimension dans la dernière fois, mais ça se passe d'une manière très très similaire en plusieurs dimensions. On a aussi étudié la méthode de Newton en plusieurs dimensions. Je parle ici de la méthode de Newton pour l'optimisation.
Donc, je rappelle, la méthode de Newton pour l'optimisation essaye de minimiser la fonction. Et si, comme ma fonction est convexe, le point qui minimise la fonction, si la fonction est strictement convexe, le point qui minimise la fonction, c'est le seul point où la dérivée est annulée. Ou, dans notre cas, le gradient est nul. Donc, mais, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai besoin donc de résoudre l'équation, le gradient est nul. Et lorsque je dis que le gradient est nul, en fait, j'ai n équations à résoudre, parce que le gradient, c'est un objet à n dimensions. Et donc, pour résoudre cette équation, on a besoin de la dérivée du gradient, si vous voulez. Ça s'appelle la matrice hessienne. Je vais revenir bientôt sur ces détails-là. Donc, mais l'idée de base, c'est qu'en une seule dimension, on avait la formule xk, à l'itération k plus 1, la valeur de ma solution, c'est la valeur de l'itération précédente, moins cette quantité-là. Lorsqu'on passe en plusieurs dimensions, cette quantité-là, ça va devenir quelque chose un peu plus compliqué, parce que la deuxième dérivée en plusieurs dimensions, c'est une matrice hessienne. Je vais revenir sur ça. Donc, la formule va devenir de ce type-là. Donc, j'ai la matrice hessienne, l'inverse de la matrice hessienne, multipliée par le gradient. Je vais dire qu'est-ce que ça représente bientôt. Mais observez que c'est plus difficile à calculer parce que on doit avoir cette matrice hessienne et on doit aussi l'inverser. Et observez une autre histoire. À chaque itération, la méthode de gradient se déplace sur la direction du gradient, comme le nom l'indique. Ici, on ne se déplace pas sur la direction du gradient, parce que le gradient, il est multiplié avec une autre matrice de taille n puissance n fois n. Donc, du coup, la direction du gradient est perturbée par cette multiplication. Je fais un petit aparté sur d'autres méthodes d'optimisation convexe. Il faut juste savoir que ça existe. Je ne vais pas vous poser de questions à l'examen. Il y a aussi la descente par coordonnées, qui fait quoi? C'est une méthode aussi itérative aussi, mais qui simplifie d'une certaine manière le problème posé au départ, parce qu'on ne fait que descendre sur les directions des axes. À chaque itération K, on choisit un axe sur les n-axes et on descend le long que sur cet axe. On fixe les autres variables. Donc, pour descendre sur le long de l'axe J, on doit calculer le t qui minimise cette fonction gt, où gt, ça fait quoi? On fixe toutes les valeurs de x à la valeur de x à l'itération précédente, l'itération numéro k, et on fait varier la fonction, on le permet de faire une variation que sur l'axe J. Donc, à chaque itération, on finit avec, on demande d'optimiser un problème en une seule dimension. Il y a une seule variable de décision à chaque itération qui est t. Si f est convexe, cette fonction en une seule dimension t par rapport à la variable t, elle est convexe. Et si on sait optimiser en une seule dimension, par la méthode de Newton ou par la descente de gradient, on peut l'utiliser pour minimiser ça. Et si on choisit de manière itérative, on passe d'un axe à l'autre, cette méthode converge vers la solution optimale, si f est convexe. Si la fonction de départ est convexe, on converge de cette manière vers la solution optimale. Sinon, on génère une solution heuristique, on n'a pas de garantie de trouver l'optimalité. C'est pas le but de cet exposé d'aller plus en détail sur cette question-là, mais sachez que l'article en anglais de cette méthode, il est très très clair si ça vous intéresse. À partir de la méthode de la descente des gradients, on a proposé beaucoup de variations. Par exemple, la méthode du gradient conjugué. Ça ressemble à l'algorithme, à la descente du gradient, mais avec la spécificité suivante. Chaque pas, pk, quand on passe de xk à xk plus 1, il doit être ce qu'on appelle conjugué par rapport au pas suivant.
Ok? Pour que deux directions de descente sont conjuguées, si cette propriété est vérifiée, ok, où H c'est la matrice hessienne. Donc ici on a aussi besoin d'informations de deuxième ordre. L'algorithme fonctionne si H est strictement positif défini. C'est un peu comme une descente de gradient. Je donne pas plus de détails que ça. C'est pas le but de mon exposé. Mais des fois ça converge plus vite que la descente de gradient classique. Pour diverses raisons. Pareil, je ne vais pas donner plus de détails parce que c'est pas l'objectif. Je voulais juste donner un aperçu de ces algorithmes-là. Mais l'article de cette méthode en anglais, il est très très clair sur Wikipédia. Des collègues à vous m'ont parlé d'encore d'autres méthodes. Par exemple, il y a une méthode qui porte ce nom-là, assez complexe. Donc, bon, il y a d'autres méthodes qui utilisent des choses qui ressemblent à ces notions-là. On doit utiliser les mêmes notions, le gradient et aussi la matrice hessienne. Ici, elle est appelée BK. Donc, je ne peux pas faire cet algo parce que le temps ne me le permet pas. Mais vous voyez, les notations sont assez complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous ces algos, si on veut les maîtriser, on peut regarder en ligne. Il faut d'abord, disons, digérer les notations et on peut les étudier. Mais pour pouvoir les étudier, quoi qu'il en soit, les briques de base sont de comprendre la notion de gradient et après la notion de matrice hessienne, qui est un peu la deuxième dérivée d'une fonction en plusieurs dimensions. C'est pas l'objectif de mon cours de faire un algo comme celui-là, mais il y a toute une famille d'algos qui ont été dérivés à la base, qui ressemblent d'une certaine manière à la descente du gradient ou à la méthode de Newton ou à des variations des deux. Mais je reviens sur les briques de base, moi. Donc j'ai parlé de ces méthodes-là et on va étudier ensemble les briques de base. J'ai déjà donné la définition de gradient. On va étudier la notion de convexité par rapport au gradient et on aura besoin d'étudier aussi la méthode la matrice hessienne. Comme je l'ai déjà dit, si on peut zoomer dans un voisinage très très petit autour du point X où on calcule le gradient, le graphique de f, il est presque un hyperplan. Donc, d'une autre manière, je peux dire que pour tous les points x plus s, où s est très très petit dans ce voisinage, la valeur f x s est très fidèlement approximée par cette fonction linéaire. Donc, somme sur i de si, c'est multiplié par le gradient. D'accord? Donc, n'oubliez pas la notation en gras, S représente S1, S2, Sn. Donc, on calcule le gradient sur chaque axe i, sur chaque variable i, et la fonction ressemble à ça. Mon but maintenant, c'est d'analyser la notion de convexité pour une fonction f à plusieurs variables. Si une fonction est convexe à plusieurs variables, je peux faire une tranche dans le graphique de f et je tombe sur une fonction convexe. On appelle, c'est une section caractérisée par S. Par exemple, si je prends une direction, je pars de x je me déplace de x vers une direction S. Ok, et je peux définir cette fonction. Et cette fonction doit rester convexe. Vous voyez, j'ai fait une section, j'ai pris une tranche du graphique sur une direction donnée. La fonction doit rester convexe. Ça revient à dire que si j'ai une fonction convexe en plusieurs dimensions, si je regarde que la variation de la fonction le long d'une direction S, la fonction reste convexe. Une manière très intuitive de voir, si f représente l'altitude mesurée sur le point 2D d'une carte, cette fonction g représente l'altitude mesurée par une personne qui se déplace sur la direction xs, sur cette carte-là. Si cette fonction-là est convexe, g de t,
on peut calculer G' et G double dérivée. G', vous avez la formule de la dérivée. Ok. Donc, si on fait le détail de cette formule, j'obtiens ça. Donc, qui représente, ça rappelle très bien ce que j'ai déjà dit. Ça rappelle la définition du gradient, du calcul du gradient sur un axe I. Et la remarque 1 disait que la valeur de la fonction ressemble à un hyperplan. Pareil ici, cette fonction-là ressemble à un hyperplan lorsque t converge vers 0. Donc, de toute façon, cette formule-là, je peux l'écrire d'une forme un peu plus compacte. Je peux l'écrire de cette manière-là. Ok. Parce que la différence, c'est que en fait, ici, je dois avoir t fois si. Ici, j'utilise cette propriété. J'écris cette fonction-là de cette manière-là. Je fais une copie, mais ici, je garde toutes les autres variables fixes parce que la fonction est linéaire. Donc, je peux faire ça. Par la suite, x1, je garde x1 fixe plus t fois s2. Comme ça, je fais plus, donc ça peut s'écrire comme ça, et ici, ça revient plus t fois xn. Ça veut dire que la variation le long de S, ici qu'est-ce que j'ai? La variation, ici j'ai la variation le long de S1, plus la variation le long de S2, et je continue comme ça, tac, 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 jusqu'à la variation de S par rapport à Sn, ok. Donc quand j'additionne tout ça, j'obtiens la variation de ma fonction le long de S. Donc S ici c'est la variation le long de S au cas général. Toutes les dimensions sont agrégées. Et comme la fonction est linéaire, la variation de ma fonction peut être définie comme une somme de variations pour chaque variable. Vous pouvez faire le calcul à tête reposée si vous voulez être sûr, mais si vous regardez bien la définition de gradient, formule 2, j'obtiens cette formule-là. La G' de 0, ça donne ça, parce que chaque terme ici, comme celui-là, c'est vraiment la définition du gradient par rapport à la variable i. Donc, cette formule, elle est correcte si on le calcule par rapport à un point x ou bien par rapport à un point x plus ts. Et si on remplace x avec x plus ts, cette fonction peut devenir, ici j'avais que g' de 0, g' de t, c'est pareil, ici je passe de 0 à t ou de x à x plus ts. Ok, pour calculer la deuxième dérivée de g, on doit dériver cette dernière fonction par rapport à t. Donc je dois dériver ça par rapport à t, qui est déjà un objet plus complexe. Mais bon, notez que chaque terme dans la somme précédente, si je prends ça en isolation, c'est une fonction à n variables. Ok, les variables sont données pour chaque i. Regardez, x, c'est un objet à plusieurs variables, s aussi. Donc c'est une fonction qui ressemble à la fonction f. Si dans tous les calculs qui nous ont conduits jusqu'ici, on remplace fx avec fj x égale
c'est qui fj pour moi? Df par rapport à dxj de x, on obtient la dérivée par rapport à t de gj qui est écrit comme ça. Et cette dérivée par rapport à t, on peut l'écrire comme ça. On répète le calcul qu'on a fait jusqu'ici, mais on les fait sur fj pour n'importe quel j. Donc du coup, comme fj pour moi c'est df par rapport à dxj, dfj par rapport à dxi devient, si vous voulez, df par rapport à dxj et tout par rapport à dxi, qui peut s'écrire de manière plus compacte. Df par rapport à dxj ou dxi. Si on peut dériver d'abord par rapport à j et par rapport à i, sauf dans quelques cas pathologiques, c'est la même chose. Du coup, cette formule-là, où je répète, dfj, c'est la dérivée partielle de f par rapport à j que j'ai utilisée ici. Chaque fonction df par rapport à dxi, chaque fonction df par rapport à dxi, je l'appelle fi, si vous voulez, ou df par rapport à dxj, si j'utilise xj, c'est fj. Et ici, c'est ce fj que j'ai dérivé par rapport à i. Okay? Bon, vous pouvez prendre les calculs à tête reposée, mais là, vous obtenez comme ça que la dérivée de g pour l'indice j, la formule d'ici, peut s'écrire de cette manière-là. Okay? Je m'excuse. Ok. J'espère que c'est pas trop confus. Ici, si vous voulez, la seule différence entre les deux formules, ici, j'ai dfj. Ce dfj, il a été remplacé par df sur dxj. C'est tout. Ok. Et comme j'ai pris, c'est la somme sur tous les j de cette quantité-là, par la définition de gj en utilisant la formule 4, d'où on est parti. Bon, si on fait tous les calculs, vous pouvez vérifier à tête reposée, on obtient que la double dérivée de g sur le point 0, c'est ce truc-là. Donc, je n'ai fait que sommer ça sur tous les j, et j'obtiens ça. C'est la double dérivée de g dans le point 0. Donc, ok, regardez bien cette formule-là. Tout ça pour dériver g deux fois. Et j'obtiens ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Somme sur j et somme sur i de df par rapport à dx et dy sur le point x. Pour chaque terme ij, je multiplie par si et sj. Ok, de manière plus compacte, on va commencer à écrire ça d'une manière matricielle. Tout ce truc-là peut s'écrire d'une manière matricielle. Donc, on veut écrire la formule précédente sous une forme plus compacte. Donc là, on va introduire la matrice hessienne de f, qui est quoi? C'est une matrice. Et qu'est-ce que je trouve à la case ij? df, la dérivée de x par rapport à i et à j, par rapport aux axes i et j. C'est une matrice de taille n fois n. Et la formule précédente, si vous faites les calculs, il faut prendre un peu de temps à tête reposée. Ça peut l'écrire comme ça. Donc, j'ai ici un vecteur colonne. Ici, j'ai une matrice n fois n multipliée par un vecteur colonne de taille n. Ça donne un autre vecteur colonne. Et ça, c'est le vecteur colonne transposé. C'est un vecteur ligne. Donc, un vecteur ligne multiplié par un vecteur colonne, ça donne une valeur. Et si la fonction f de départ est convexe, on doit avoir que
G' double dérivé de 0 doit être positive. Donc cette valeur doit être supérieure ou égale à 0. Mais en fait, cette propriété doit rester vraie pour n'importe quel vecteur S. Ok? On peut définir autant de fonctions G qu'il y a de vecteurs S. Mais comment caractériser une matrice H telle que l'inégalité suivante soit vérifiée pour n'importe quel S? On appelle une telle matrice semi-positive définie ou SDP. Et on l'écrit comme ça. Si la matrice M est SDP, on écrit M supérieur ou égal d'une manière un peu calligraphique de ça. Donc ça, c'est une matrice SDP. L'objectif d'une matrice SDP, c'est de généraliser la notion de valeur positive. Voici trois propriétés d'une valeur positive. M, petit m. On peut dire que n'importe quelle valeur positive M peut être écrite comme une somme des carrés. Une autre propriété, M supérieur ou égal à 0, ça veut dire ms carré supérieur ou égal à 0, quel que soit S. Remarquez que cette inégalité dans le monde des matrices, l'inégalité qui correspond à cette propriété, dans le monde des matrices, je l'écris comme ça. Et si on prend M égale la Sienne, on retrouve G' double dérivé de 0 supérieur ou égal à 0 dans la formule 7, celle-là. La formule 7, elle est là. Donc, la première propriété, on va voir bientôt, elle est vraiment vérifiée. On a encore d'autres propriétés. Si j'ai deux valeurs positives, M et M', alors la somme est positive. Et si j'ai deux valeurs positives, leur produit est positif. Il est possible de trouver une correspondance des trois premières propriétés dans le monde des matrices SDP, mais pas pour la dernière. Pour voir. La première propriété découle de la décomposition en valeurs propres. Je vais dire ce que c'est. Les propriétés 2 et 3 découlent de cette décomposition par de simples calculs algébriques. Et la dernière propriété numéro 4 ne peut pas être satisfaite dans le monde des matrices SDP, car le produit des deux matrices n'est pas ou pas toujours une matrice symétrique. Mais, bon, voici la décomposition en valeurs propres, la base de toutes ces propriétés. Une matrice M est semi-positive définie si elle peut s'écrire de cette forme-là. Ici, je n'ai pas le temps de définir ce que c'est vecteur propre, mais quel que soit, ici j'ai un vecteur, ici j'ai un autre vecteur. Si M est SDP, je peux trouver ces vecteurs-là qui sont aussi propres. Chaque colonne c'est un vecteur propre. Ici, c'est une matrice diagonale avec des valeurs qu'on appelle valeurs propres sur la diagonale, sinon c'est que des zéros. Ici, c'est des vecteurs propres transposés. Je peux aussi l'écrire sous cette forme-là, ou de cette forme-là d'une manière un peu plus compacte. Et cette formule soulignée rappelle la propriété numéro 1 que j'ai donnée. Un nombre positif peut être écrit comme une somme des carrés. Une matrice SDP peut être écrite comme, d'une certaine manière, une somme de carrés. Donc V1, V2, c'est le vecteur propre de M, associé, on dit, aux valeurs propres lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. On peut générer des valeurs aléatoires pour V, pour tous les V, pour tous les lambda, on fait les calculs et on tombe sur une matrice semi-positive définie. Et si ma fonction de départ a une matrice hessienne qui vaut M, ma fonction est convexe. Donc, et pour le reste, pour comprendre les notations du dernier diapo avec une grande formule, lambda c'est la matrice diagonale où on met que des valeurs lambda i, que des valeurs non nulles que sur la diagonale. Et une propriété intéressante à retenir, avec ça je vais finir ma vidéo, tous les vecteurs propres sont unitaires et orthogonaux. Il faut que cette propriété soit quand même vérifiée. Ça veut dire quoi? Produit scalaire VI, VJ, ça fait 0.
Ok? Le produit scalaire de VI avec lui-même, ça fait 1. Cela conduit à cette propriété-là. Ça veut dire on multiplie une matrice avec une autre matrice composée de vecteurs propres. Donc en fait, si vous voulez, je multiplie cette matrice-là dans la définition de M avec celle-ci, je tombe sur l'identité qui est équivalent à l'inverse. Donc je veux dire, je multiplie ça avec ça, c'est la matrice identité, ou l'inverse, ça doit donner aussi la matrice identité. Cette matrice-là multipliée par cette-là, c'est l'identité. Parce que je peux utiliser la très connue propriété des matrices. Si j'ai deux matrices telles que x, y, c'est l'identité, alors y, x, c'est la matrice identité aussi. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.